Madame, mademoiselle, monsieur, à TVL, l'inquiétude grandit car, malgré votre générosité et votre fidélité, nous n'avons pas atteint notre objectif financier, celui qui assure la pérennité de la chaîne pour 2024. Vous le savez, pour défendre vos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL n'est assurément pas le quotidien d'ultra-gauche Libération. Je dis cela car chaque année, peut-être à Noël, le directeur du quotidien sulfureux reçoit un chèque de 6 708 692 €. C'était le chiffre de 2021. C'est le montant de l'aide à ce journal versé par le gouvernement Macron avec l'argent de nos impôts. Nous payons près de 7 millions d'euros par an pour un canard de propagande totalement en soins palliatifs. Et pendant ce temps, TVL se bat continuellement, c'est son modèle économique, pour trouver ses financements pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Alors, faites un don défiscalisé, ce qui permet d'offrir son impôt au projet de son choix. La liberté a un prix. Financez TVL, maintenant. Haut fonctionnaire de formation diplômé de l'École des hautes études en santé publique, enseignant en économie à l'université et aussi en classe préparatoire, il se bat médiatiquement contre l'expansion de la folie woke, ce qui nous donne Inclure, un roman drôle et cynique, un roman qui est un simulateur de wokisme à lire avant qu'il ne soit trop tard. C'est aux éditions Magnus, c'est en vente sur tvl.fr dans la boutique tvl.fr et son auteur est Denis Ciclik. Bonjour monsieur. Bonjour Martial. Nous sommes en 2060. La France est sous la botte d'un pouvoir woke. C'est en fait le 12 mai 2042, 18 ans plus tôt, qu'a été élu Rokhaya Diallo avec 53,6% des voix face à Jordan Bardella. Absolument. Absolument, j'imagine que Marine Le Pen reste candidate encore longtemps, parce qu'après tout elle n'est pas si âgée, et que le système l'a fait perdre au second tour, encore et encore, et que lorsque la relève arrive, Jordan Bardella, donc en 2042, bien, ça n'est pas suffisant. Alors, Madame Diallo a conquis l'Élysée en 1942 en défendant l'absolue nécessité du combat contre les discriminations, le racisme et le réchauffement climatique. On y est déjà. On y est déjà, et d'ailleurs, ce roman, je l'ai voulu pas si éloigné de la réalité. C'est-à-dire que pendant tout le long de la lecture, c'est en tout cas ce que j'ai voulu faire passer comme message, on rit de cette idéologie, on se dit que c'est un peu grotesque, et après on ne rit plus, parce qu'on se dit, et pourquoi pas, n'y sommes-nous pas déjà ? Alors, la victoire de Madame Diallo, elle est annoncée en priorité par le quotidien d'extrême gauche Le Monde. Les thèmes sont déjà ceux de l'ultra-gauche. 2042 ressemble vraiment à 2023 déjà, quand même. Bien sûr. En fait, c'est la lente gauchisation de ce journal et derrière ce journal de beaucoup de journaux qui, en réalité, depuis longtemps, ont cessé d'avoir ne serait-ce qu'une volonté, ne serait-ce qu'une toute petite volonté de neutralité, qui se sont clairement politisés à gauche et qui, évidemment, continuent à faire ce jeu-là. D'ailleurs, dans tout le prologue, quand on voit l'annonce de la victoire de Madame Diallo, on sent dans la tonalité du journaliste, derrière cette plume, une bienveillance, une forme d'euphorie presque. Voilà, ce qui fait de ce quotidien un journal controversé et sulfureux. Nous sommes en 2060. Votre héros s'appelle Théophile Liviu. Liviu, son parent 1, est une immigrée roumaine et il n'a pas de parent 2. Sa seule arme semble être son charisme. C'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est un personnage qui est assez charismatique. En tout cas, c'est comme ça qu'il est dépeint. Et c'est surtout comme cela qu'il se voit. C'est-à-dire que lui se trouve toutes les qualités du monde. En réalité, pendant tout le roman, on a l'impression que Théophile, c'est l'homme qui a toutes les qualités du monde. Or, si on y regarde de plus près, Théophile, c'est plutôt l'homme sans qualité. C'est plutôt celui qui fait tout le temps les mauvais choix. C'est même, je dirais, une forme d'allégorie de l'homme moderne. Très individualiste, très prétentieux, qui a la certitude de pouvoir tout réussir et qui en a peut-être pas les capacités. Alors, tout au long du portrait que vous faites de votre personnage principal, se dessine la France donc de 2060. Alors, honnêtement, vous ne poussez pas les centenaires. Le parti inclusif au pouvoir a fait passer des lois. Alors, j'en ai noté plusieurs. En 2043, l'interdiction d'élever la voix sur les mineurs, un nouveau code pénal introduisant des crimes contre les principes de l'inclusion ou la mise en place d'attestations au consentement mutuel à l'acte sexuel. Vous n'avez même pas la nécessité d'outrer véritablement le trait pour présenter une société devenue totalement woke.
et de fait totalitaire. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il y a peu, je lisais un article dans Le Point qui expliquait qu'en fait l'Union européenne réfléchissait, alors par je ne sais plus quelle institution, réfléchissait à redéfinir le viol, à avoir une définition commune du viol et éventuellement à instaurer la nécessité du consentement systématique avant chaque rapport sexuel. Donc vous voyez, en écrivant moi ces lignes, en écrivant cette volonté que le régime a en 2042 d'instaurer des certificats, des consentement mutuel à l'acte sexuel, je me disais c'est un peu gros, mais après tout pourquoi pas. Et bien vous voyez, on n'est pas en 2042, on est encore bien en 2023 et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et même si on n'y est pas encore, on sent que ça vient et que ça vient vite. Ils ont peut-être lu inclure et pris la décision de remettre ce passe-sexe, si j'ose dire. Je doute qu'il ait fait cet honneur. Alors c'est parce que la religion ou l'idéologie woke domine que le mardi 16 mars 2060, c'est un moment important dans l'ouvrage, on sait même l'heure, il est 14h32, la vie de Théophile Liviu bascule. Le docteur Liviu devient une honte pour son service de pédiatrie, pour son hôpital, pour son institution. Et quelles en sont les raisons profondes ? En réalité, c'est complètement absurde. Et là, vous mettez le doigt sur ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Tout est parti d'une blague que je faisais à ma femme très souvent. Et je lui disais, on vit vraiment dans un monde de dingue. En plus, moi, je suis diplômé, vous savez, de Sciences Po Strasbourg, où j'étais entouré de gens qui étaient complètement convaincu par cette idéologie qui était de plus en plus absurde et de plus en plus intense. Et je lui dis, en continuant comme ça, on pourra un jour être condamné pour brunophobie si on préfère les blondes. Et c'est une blague qui la faisait rire, moi aussi. Et je me dis, je vais écrire un livre là-dessus. Et donc c'est exactement pour ça que Théophile Liviu est arrêté. Parce qu'il a dit maladroitement, lui il est plutôt attentif, il fait un peu attention à ce qu'il dit. Il a conscience qu'il vit dans un régime où on ne peut plus tout dire. Et donc il dit maladroitement dans un magazine qui est destiné à faire en sorte de mieux connaître les personnels de l'hôpital où il travaille, qu'il préfère les femmes blondes. Mais tout cela n'a en réalité pas d'importance pour lui. En plus, il le dit, mais il aurait pu se taire, ça revenait au même. Et donc, il se fait arrêter pour brunophobie. Il est mis en examen et s'en suivra le procès que je décris longuement dans ce livre. Un procès qui prouve que dans cette France dont la devise est « La France est une république inclusive, démocratique, sociale et antiraciste », le terrorisme intellectuel, pas même larvé d'ailleurs, est porté, soutenu par le monde politique, par le monde judiciaire et par le monde médiatique. CQFD. Bien sûr, et on est en plein, vous avez parlé tout à l'heure de simulateur de wokisme, moi j'aime beaucoup cette expression, parce que c'est ça le livre en définitive. L'idée de ce livre, c'est que les gens se disent, ok, si on allait au bout de leur idéologie complètement folle, à quoi ressemblerait notre pays ? Et je suis à peu près convaincu qu'on ne serait pas très éloigné de ce que j'ai écrit. Alors je ne suis pas convaincu qu'ils prendront effectivement le pouvoir et qu'ils pourront installer un régime aussi organisé. À mon avis, il y a trop de contradictions pour que ça tienne. Notamment la fameuse contradiction entre le wokisme et l'islamisme. En revanche, je pense que si on allait au bout de leur idéologie, ce serait ça. Ce serait ce monde-là complètement fou dans lequel on ne peut plus rien dire, au sens premier du terme, dans lequel on ne peut plus préférer quelque chose, puisqu'une préférence est une discrimination, dans lequel la sensibilité, l'individualisme, la vexation, en fait, sont les rois. Et donc, c'est ce monde-là que je dépeins et qui fait peur. Mais je voulais aussi mettre en avant quelque chose par rapport à Théophile, dont je parlais tout à l'heure. C'est certes un homme sans qualité, mais la qualité qui lui manque le plus, c'est le courage. Théophile, il ne fait rien. Il ne fait rien pour lutter contre cette idéologie. Et à ce titre-là, et j'en termine là-dessus, je trouve qu'il est très représentatif de la modernité, en ce que ce sont, je pense, nos accommodements déraisonnables du quotidien qui permettent à l'idéologie woke, qui est tellement minoritaire sur le plan quantitatif, en France, de prendre le pouvoir chez nos élites. Et donc, derrière, dans nos institutions. Alors, il y a toujours un semblant de nation, hein, quand même, en 2060, c'est une bonne nouvelle. Même si la Seine-Saint-Denis est devenue officiellement un État, une enclave islamique. Absolument. Et qui ont fait du troc Oui, alors les rapports sont pas toujours cordiaux, mais en tout cas, ils existent. Et c'est la manière que j'ai trouvé, je trouvais que c'était habile, alors après les lecteurs en jugeront, j'ai trouvé que c'était habile de montrer qu'en définitive, cette fiction, qui pour l'instant tient, parce que l'objectif c'est de conquérir le pouvoir, entre d'un côté le totalitarisme woke, qui est pour moi l'enfant de l'Occident malade, et d'autre part le totalitarisme islamique, qui est l'enfant de l'immigration, en tout cas en France, finira par exploser. On ne peut pas imaginer une cohabitation trop longue de ces deux idéologies sous un même drapeau, sous une même bannière. Et donc, dans mon livre, puisque le parti inclusif finit par prendre le pouvoir, la seule façon de mettre fin à cette fiction, c'est de donner un califat. C'est de donner des terres qui, de toute façon, étaient déjà occupées, en l'occurrence la Seine-Saint-Denis, à ces minorités qui sont devenues quasiment majoritaires, qui ont créé du coup un État qui leur est propre, c'est le califat islamique de Saint-Denis.
Un califat islamique de Saint-Denis qui rappelle quand même la phrase prémonitoire de François Hollande quelques décennies avant, indiquant qu'il y aurait des partitions inévitablement dans notre pays. Bien sûr. Et ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que l'idéologie woke, en définitive, ne ferait qu'accélérer cette partition, pour le meilleur ou pour le pire. Alors dans ce monde de 2060, les élections se déroulent démocratiquement. J'étais surpris. Ben encore une fois, l'objectif c'est de faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, factuellement, on a le droit de voter et on a le droit de voter pour des candidats qui ne sont pas ceux qui ont la préférence des médias. Bon, c'est une possibilité. Pour autant, on voit bien dans le bouquin que tout est fait à l'échelle de tous les médias pour discréditer les seuls qui disent un peu autre chose que la doxa dominante, en l'occurrence le parti de la réaction. Tout est fait pour les discriminer, pour les détruire. On les appelle les fascistes néo-totalitaires. Lorsqu'il y a un débat entre la présidente sortante, Rokhaya Diallo, et le candidat du parti de la réaction, pas trop en dire sur le récit, mais l'une est présentée comme Madame la Présidente, l'autre comme le néo-nazi ultra-fasciste, giga-totalitaire, enfin. Donc j'ai voulu montrer aussi que, en définitive, oui, on peut tout à fait vivre en démocratie dans les formes, et en définitive vivre un totalitarisme réel et déguisé. Et donc, d'autant plus dangereux parce que déguisé. Alors il existe un parti de la réaction. Alors je ne vais pas aller plus loin dans l'ouvrage. Les spectateurs découvriront cette histoire pleine de rebondissements jusqu'au dernier moment. Mais on peut convenir tout de même que le parti de la réaction, que ce soit son dirigeant, son encadrement, ses manières de faire, ne sont pas à la hauteur des enjeux et des périls. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous partagez ou est-ce que c'est le ressenti du lecteur que je suis? Je dirais que c'est plus votre ressenti. Après, comme dans toute organisation politique, et que ce soit une organisation politique qui défend de nobles idées ou de basses idées, la politique reste la politique. Et il y a toujours parfois des coups bas, parfois des déceptions. Voilà, je pense que c'est peut-être ça que vous avez ressenti, mais j'ai pas voulu charger plus que ça le parti de la réaction en tant que tel. Si ce n'est qu'il a quelques compromissions et qu'il peut lui arriver de parfois être trop lâche, trop faible pour combattre correctement un ennemi, puisqu'il accepte les termes dont l'ennemi l'affuble. D'ailleurs, il accepte très docilement de se faire appeler parti de la réaction, alors qu'il aurait très bien pu s'appeler autrement. Il accepte docilement, tout comme beaucoup de gens acceptent docilement de se faire insulter d'extrême droite, traiter de gens d'extrême droite, ce qu'ils ne sont naturellement pas. Et c'est ça que j'ai voulu représenter. Je dis ça parce que vous avez été cadre, dirigeant, candidat d'un parti de la réaction, dirait le parti inclusif. En l'occurrence, Reconquête, vous en gardez tellement de mauvais souvenirs que vous dépeignez à coups de traits sombres les mœurs des partis patriotes en 2060 ? Non, vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai voulu écrire. Et je voudrais pas qu'on l'interprète comme ça. Je garde d'ailleurs de très très bons souvenirs de la campagne présidentielle au sein de Reconquête. J'y ai vraiment cru. D'ailleurs, je crois encore que les idées que défend Reconquête sont les bonnes. Donc, j'ai pas vraiment voulu taper sur Reconquête ou taper sur le parti de la réaction. Vraiment pas. L'objectif, c'était plutôt de montrer que oui, parfois, en politique, y compris dans des partis qui sont des partis les plus respectables, il peut y avoir, et je faisais pas particulièrement allusion en Reconquête, il peut y avoir des lâchetés, des déceptions, des manipulations, parce que c'est ça fondamentalement aussi la politique. Parce que votre héros, il subit les pires outrages, y compris des pires outrages physiques. La politique, c'est accepter les pires avanies et même les pires... l'intégrité intellectuelle qui est mise en cause cette fois-ci. Oui, mais il n'a que ce qu'il mérite, ce bon vieux Théophile. Il n'a que ce qu'il mérite. C'est un lâche, c'est un traître. C'est quelqu'un qui s'imagine tellement fort, tellement intelligent, tellement grand, alors qu'il n'est rien et il n'est surtout pas courageux. Dans la préface, Philippe de Villiers dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit « Des petites compromissions de chacun viendra le malheur de tous ». Et c'est un peu ce que je disais avec les compromis que l'on peut faire au quotidien. C'est l'exemple que je donne souvent. Vous savez, c'est ce rapport que vous voyez au bureau passer en langage inclusif, sur lequel vous ne dites rien, parce que vous avez peur de perdre votre job. Ça demande un peu de courage. Et cette idéologie, elle ne progresse que parce qu'on la laisse progresser. En réalité, elle est ultra minoritaire. Il n'y a que les journalistes qui ont fait quelques écoles, il n'y a que les gens diplômés de quelques IEP, de quelques grandes écoles, de normales parfois, qui en réalité sont convaincus par cette idéologie. Les Français ne le sont pas. Les Français ne le sont pas. Et si les Français disaient clairement « nous ne le sommes pas », même dans des petits gestes du quotidien, on n'en serait peut-être pas là. C'est aussi le sens du propos que j'ai voulu tenir, que j'ai essayé de tenir. Votre personnage principal, vous le défendez peu. Vous avez à son égard d'ailleurs assez peu de bienveillance. Vous en avez plus peut-être même pour les dirigeants du parti inclusif ou ceux du parti de la réaction. Cette lâcheté, c'est celle que vous dénoncez ? Oui, c'est ça. C'est cela. Alors, je fais pas la leçon de morale aux gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des choix très très courageux sur cette question-là et sur la question du wokisme pour lutter contre la question du wokisme. Cependant, les malheurs qui arrivent à Théophile, et c'est vrai que je lui ai épargné aucun ou très peu de malheurs,
il les a cherchés. C'est-à-dire que c'est par sa lâcheté, c'est par ses mauvais choix que Théophile Liviu finit comme il termine, et sans vouloir donner trop d'éléments sur la fin, il termine pas très bien, Théophile. Il n'y a plus de notions religieuses, spirituelles dans votre monde de 2060. Juste un rappel, il s'appelle Théophile, ami de Dieu. Absolument, c'est un pied de nez. Je suis content que vous l'ayez vu, c'est un pied de nez, parce qu'en réalité, dans la société woke de 2060, que j'imagine, on est arrivé au terme du processus de déchristianisation. Non pas de fin des religions, puisqu'il y a d'ailleurs un état théocratique religieux enclavé dans la France, mais à la fin de la christianisation, vraiment au bout du processus de déchristianisation. Et donc ça n'est même plus une question qui se pose, c'est même plus dans l'univers, c'est même plus dans les schémas de pensée, dans les schèmes de pensée. Ça a totalement disparu, parce que c'est le but fondamental. Qu'y a-t-il de mieux pour déconstruire un homme, parce que c'est ça leur truc, c'est la déconstruction, c'est le mot qu'on entend toujours. Qu'y a-t-il de mieux pour déconstruire un homme que de lui retirer tous ses repères, que d'en faire un homme nu, d'en faire un homme sans rien, dénué de tout, de religion, de patrie, de sentiments patriotes, de sentiments d'appartenance à un sexe ou à un genre, d'être un homme, à une masculinité, à une féminité. Quand on lui retire tout ça, c'est une nature vierge à former, et donc il est très simple de pouvoir reconditionner des âmes sur une déconstruction totale. Et donc c'est effectivement ce qui se passe quand on va au terme de cette idéologie qui, c'est impensif de le rappeler, je le rappelle encore, est profondément totalitaire. Et je l'ai vu pendant la campagne présidentielle. Le nombre de fois où on a tenté d'interdire des meetings d'Éric Zemmour, où on a tenté d'interdire des déplacements d'Éric Zemmour, le nombre de fois où des porte-paroles, parfois de la France Insoumise, sur des plateaux en off, ont refusé de me serrer la main, en disant « je ne serre pas la main aux fachos », parce qu'évidemment, dès lors qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est un fasciste. Donc voilà, c'est ce monde-là, qui est assez terrifiant, faut être honnête, vers lequel on se dirige tout droit, alors même que nous sommes une majorité à ne pas en vouloir, et parce que nous sommes parfois trop souvent théophiles. Nous sommes parfois trop souvent lâches, et nous sommes tous coupables de ne pas dire suffisamment haut et fort que nous ne sommes pas d'accord. Et ça peut être parfois cet ami qui se fait condamner dans un groupe social quelconque, un groupe d'amis, vertement, qui se fait condamner à la mort sociale parce qu'il a eu un avis divergent, et contre lequel on n'a pas tellement protesté, on n'a pas tellement défendu parce qu'on n'avait pas envie de vexer nos amis. Ça peut être ce rapport en langue inclusive, ça peut être tellement de petites choses au quotidien contre lesquelles je crois qu'il faut qu'on se batte. Voilà. Il y a des gens, entre guillemets comme moi, mais très modestement, parce que je suis loin d'être le seul, et il y en a beaucoup d'autres qui mènent ce combat-là, qui mènent le combat sur les plateaux, en écrivant des livres, qui essaient d'être la pointe du glaive, mais enfin, une pointe de glaive sans l'épée qu'il y a derrière, ça ne sert à rien. Et en fait, cette épée, pour qu'on la soit, et pour qu'on réussisse à la construire, j'ai dit aux gens ne soyons pas Théophile Liviu. Voilà. Voilà. Donc Liviu, c'est un parent 1, c'est comme ça qu'il s'appelle Liviu, et Théophile, il ne sait plus pourquoi. Comment ça? Il ne sait plus pourquoi il s'appelle Théophile. Non, il ne sait même pas. Il ne comprend même pas la symbolique derrière son prénom. Mais c'est un homme de son temps. C'est un homme qui a grandi à partir de ses 18-20 ans dans un régime qui était celui-ci et auquel il s'est accommodé. Il s'est déraisonnablement accommodé au point que ce système qu'il a refusé de combattre parce qu'il s'est dit qu'après tout sa vie continuait, a fini par le broyer. Vous menez une croisade contre l'idéologie totalitaire woke. Qu'est devenu ce wokisme aujourd'hui? Parce qu'on a un double sentiment. Premièrement, un sentiment de déferlement sans fin. Et puis au contraire, on se dit parfois que de ce déferlement, on en voit finalement la fin. Je pense par exemple au studio Disney, dont les œuvres trop woke lui font passer une année 2023 très très difficile. Ils ont même rappelé l'ancien président de Walt Disney avec ses 75 ans, c'est pas woke, Bob Iger, qui redirige la firme et qui semble avoir la volonté de ne plus trahir Walt Disney. Surtout quand on connaît Walt Disney, c'était une grande trahison. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, écoutez, je trouve que c'est l'illustration la plus parfaite, cet exemple-là, que l'on puisse trouver pour montrer ce qu'est devenu le wokisme aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, il y a une majorité assez écrasante de gens, par exemple en France, je pense au moins 80% des gens, qui ne sont pas du tout woke, qui n'ont absolument aucune envie du monde que les woke leur proposent. Et puis vous avez une minorité, mais qui est dirigeante, c'est notre malheur, qui, pour le coup, elle, est convaincue par cette idéologie et qui n'a qu'une ambition, c'est la faire adopter. La faire adopter aux gens qui n'en veulent pas, par définition. Sauf que quand on regarde un peu plus avant ces sujets-là, les gens, quand on leur donne la capacité de dire ce qu'ils en pensent, ils n'en veulent pas. Et sur la question de Walt Disney, ils disent non, on n'en veut pas de vos trucs
pourri avec 12 transsexuels dans les personnages principaux et qui représentent absolument pas ce qu'on a envie de voir. On n'en veut pas. Et donc ils ont bien l'obligation, du côté de Walt Disney et du côté des élites dirigeantes, de faire avec, de composer. Mais pour autant, ils n'ont pas du tout abandonné l'idée de faire passer leur pilule. Et dans l'histoire, on a eu plus d'un exemple, il ne suffit pas toujours d'être majoritaire pour imposer des idées. Parfois, être minoritaire, et même très minoritaire, ça peut suffire à imposer des idées, voire à instaurer des régimes. Et je pense que c'est leur objectif. Parce que quand vous avez des écoles comme Sciences Po, des grandes écoles, qui en fait sont des fabriques de petits woke en puissance, ultra minoritaires, mais des fabriques de petits woke en puissance, et que ces gens-là se répandent tout à la fois dans les rédactions, dans les postes d'influence, dans les cabinets de conseil, d'avocats, de finance, dans les banques, eh bien, vous tenez la société. De gré ou de force, vous la tenez. Et vous ne pensez pas que quand ils sont à Sciences Po, ils font semblant? Vous avez été à Sciences Po Strasbourg, vous avez fait semblant. Vous êtes bien sorti du moule. Je pense qu'on sous-estime... Parce qu'on ne se tait pas pendant 3 ans. C'est 5 ans. 5 ans maintenant. Mais ça, en fait, c'est trop simple. On aimerait croire ça. On aimerait croire que... c'est le cas, vous en êtes un cas précis. Pendant 5 ans, vous êtes passé à Sciences Po Strasbourg, vous n'êtes pas sorti complètement dénaturé. Oui, mais je suis une des exceptions qui confirme la règle. D'ailleurs, j'avais un certain nombre d'amis avec qui j'ai plus de contact, qui veulent plus me parler, puisque maintenant je suis cancel de ces gens-là. C'est pas une perte, comme vous le dites, si bien. Une chance. Mais... Je suis une des exceptions. On était quelques-uns, je ne suis pas tout seul, mais on était peut-être dans une promotion de 150 personnes, peut-être 5-6 à fondamentalement aujourd'hui s'opposer au wokisme. Et les 90% restants occupent des postes dans des radios prestigieuses, dans des chaînes de télévision prestigieuses, sont des leaders d'opinion et en fait vont mener ce combat culturel toute leur vie. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos petites armes, avec nos petits armes? On écrit des livres, on essaie de convaincre les gens, on essaye de mener notre combat. Mais nous n'avons pas les armes dont ils disposent. Nous n'avons pas... Alors c'est perdu, Denis Ciclik. C'est pour ça que vous avez arrêté la politique d'ailleurs. C'est perdu. On rentre chez nous, on fait des enfants, c'est possible. J'ai pas arrêté la politique, je n'ai pas arrêté la politique, et je pense que ce livre est éminemment politique. D'autre part, je pense qu'il y a une capacité intrinsèquement chez les gens à mener le combat. Et si j'ai dépeint un personnage de Théophile, c'est pas seulement pour désespérer les gens et pour les faire renoncer à être centenaires. Si j'ai créé le personnage de Théophile Liviu, c'est aussi pour que les gens puissent brandir le livre en se disant « Ok, maintenant on va mener le combat. Ne soyons pas Théophile, ne soyons pas ces gens-là, refusons ce régime-là et battons-nous jusqu'à la fin. » On va lire inclure. Préface, on l'a dit, de Philippe Devilliers. C'est aux éditions Magnus et c'est sur le site tvl.fr, la rubrique boutique. Merci beaucoup d'être venu. Merci, M. Bild.